L'histoire de la monnaie est riche d'expériences qui commencent bien mais qui finissent mal. Aujourd'hui, abordons le sujet de l'union latine qui a été la règle en Europe et dans une bonne partie du monde au cours du 19e siècle. Saviez-vous que durant cette période, une bonne partie du monde s'échangeait des pièces d'or standardisées? C'est une des premières tentatives réelles à l'échelle d'un continent d'établir une convention monétaire entre plusieurs États comme le fut le dollar et l'euro. Mais pourquoi est-on passé par cette étape? Quel était le besoin? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les monnaies actuelles et peut-on mieux comprendre comment finira le dollar ou l'euro en regardant dans le cimetière des expériences monétaires passées? Allez, c'est parti! Comme nous l'avons déjà vu dans cette vidéo sur la triste expérience de l'or espagnol au XVIe siècle, la monnaie à l'échelle des États pose rapidement le problème de la balance des paiements. Dit autrement, équilibrer la quantité de monnaie avec la quantité de biens et services en circulation n'est pas quelque chose de facile. Pour ce qui concerne l'Union latine, la charte du 23 décembre 1865 exprime clairement les objectifs suivants. Former une union monétaire au progrès de l'uniformité des poids, mesures et monnaies. Au-delà de l'aspect pratique, la France, la Belgique, l'Italie et la Confédération suisse ont pour ambition de rétablir leur balance des paiements en déficit face au Royaume-Uni et à l'Australie. Mais d'où viennent ces déficits alors? Le Royaume-Uni a simplement pris une avance technologique énorme en termes d'industrialisation. Il exporte donc beaucoup plus et pompe l'or européen. En ce qui concerne l'Australie, elle a découvert de grands gisements d'or. Elle se retrouve dans un scénario où elle peut tout acheter sans que ses réserves d'argent ne s'épuisent. Par contre, cet afflux d'argent fait baisser les cours de l'or ou monter le prix de l'argent, puisque ces deux valeurs sont relatives. On retrouve toujours le même scénario. À l'époque, d'un côté, si l'on regarde la situation de la Grande-Bretagne, les pays en retard de compétitivité par rapport à elle cherchent à combler leur retard par l'illusion monétaire. Et de l'autre, si l'on regarde l'Australie, lorsque le pouvoir monétaire est déréglé, cela met en péril l'économie réelle. C'est assez fascinant de revoir se jouer les mêmes mécaniques dans des scénarios différents. Mais alors, à l'époque, pourquoi est-ce que la Suisse vient se joindre à l'Union latine, elle qui est déjà si rigoureuse? Eh bien, elle s'est rangée derrière les Français, les Italiens et les Belges par un simple principe de réalité. Les monnaies de ces trois pays étaient largement en circulation en Suisse. Donc, malgré une opposition de principe, la Confédération suisse a dû s'y résoudre puisque ce sont ces monnaies qui étaient principalement en circulation chez elle. Aujourd'hui, bien que la Suisse ne dispose pas de l'euro, on retrouve ce principe de réalité appliqué au taux d'intérêt. La BNS, la Banque nationale suisse, n'a pas d'autre choix que d'aligner ses taux sur les taux de la Banque centrale européenne, car sinon, son taux de change explose et son industrie n'y survivrait pas. La Suisse a décidément des voisins encombrants. Mais alors, peut-on comparer le système de l'Union latine à l'euro ou au dollar? Eh oui, car le dollar est une monnaie unique pour différents États. L'Union latine consistait à homogénéiser les pièces d'or sur leur nature, la quantité d'or qu'elles contenaient, et sur leur forme, c'est-à-dire leur valeur faciale. Le but, c'est qu'elles circulent facilement dans l'Union. Lorsqu'une monnaie circule facilement, cela signifie également que les marchandises à l'intérieur de la zone circulent librement, tout comme c'est le cas à l'intérieur des États-Unis et à l'intérieur de l'Union européenne. Par contre, dans l'Union latine, il n'y avait aucun système de rééquilibrage économique pour maintenir une homogénéité économique entre les différents pays. L'Union latine n'était pas un projet politique. Dit autrement, si la compétitivité d'un pays augmentait par rapport à un autre, ses produits étaient moins chers et l'or se concentrait dans sa population et dans les coffres de sa banque centrale. C'est un peu le même problème que les déséquilibres commerciaux au sein de la zone européenne avec la balance Target 2, car au final, en Europe, on n'est pas vraiment non plus dans une union réellement politique. Il n'y a pas de solidarité budgétaire entre les États. Théoriquement, lorsqu'il n'y avait plus d'or dans le pays, le commerce ralentissait et comme le pays était devenu comparativement plus pauvre, il redevenait intéressant de bâtir des usines dans ce pays devenu à bas coût. Le problème de cette logique, c'était les infrastructures énergétiques. Ce qui définit votre capacité de produire des richesses, c'est la quantité d'énergie que vous êtes capable de mobiliser. C'est le premier ordre de grandeur déterminant de la croissance. Or, il se trouve que l'industrialisation du Royaume-Uni lui donne un avantage significatif, tandis que la France, par exemple, a eu bien du mal à rattraper son retard. Car pour construire des infrastructures de production d'énergie, il faut beaucoup de capital. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que le différentiel de compétitivité entre deux économies se creuse structurellement, il faut attendre longtemps pour voir le retour de balancier. En ce qui concerne la France et le Royaume-Uni, cela ne se produira pas avant la fin de la Seconde Guerre mondiale.
C'est à cela que sert un taux de change. Le taux de change agit comme un coupe-circuit qui empêche une économie de se vider de son tissu industriel. Une fois que le taux de change est trop élevé, alors il n'y a pas le choix, la réindustrialisation se fait en interne. C'est tout le problème avec l'euro. Comme il n'y a pas de coupe-circuit entre l'Allemagne qui est très compétitive, elle creuse son écart avec la France car le cycle de transfert du capital qu'elle a amorcé avec l'entrée en vigueur de l'euro se renforce au fil du temps. En attendant, les pays du sud de l'Europe se vident de leur industrie et de leur capital. C'est pour cela que dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Didier Darcet, nous vous donnons une stratégie claire pour éviter d'être investi en euros ou en obligations US ou de l'Union européenne. La dette de ces pays est issue de déséquilibres structurels qui finiront par se reporter sur l'épargnant ou le contribuable. À la place, nous vous proposons de diversifier vos investissements en Asie, en métaux précieux, en cash ou encore sur quelques crypto-actifs bien choisis pour diversifier encore un peu plus. C'est comme cela que l'on a fait des gains qui vont de 8 à 12% sur la finance traditionnelle jusqu'à 200% sur une crypto adossée à un réel service. Pour vous abonner à la lettre, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Pour autant, les problèmes monétaires ne se font pas seulement vis-à-vis des pays voisins. Ils se produisent aussi en interne dans un pays. Par exemple aux États-Unis, comme dans de nombreux pays comme l'Italie, il y a des régions pauvres et des régions riches. Ce qui fait que les Américains acceptent de vivre ensemble, ce sont les solidarités budgétaires mises en place au travers du budget fédéral. Lorsque les New-Yorkais paient beaucoup d'impôts car ils produisent beaucoup de richesses, une partie est affectée aux États du centre des USA pour que les inégalités ne viennent pas disloquer la capacité d'un peuple à vivre ensemble. Mais la tâche n'est pas facile car si vous redistribuez trop, vous vous retrouvez dans la situation de l'Italie avec une partie sud du pays, en l'occurrence qui vit complètement aux dépens de la partie nord. Dans ce cas, les mécanismes de redistribution deviennent asphyxiants, car la création de richesse globale du pays est trop freinée par les politiques de redistribution. En France, on retrouve ce type de problème de redistribution, mais il est plus social que géographique. Des classes populaires périurbaines entières vivent aux dépens de la solidarité nationale, puisque les transferts sociaux représentent 1/3 du PIB. C'est un record mondial. Tout cela pour illustrer que la monnaie est un sujet particulièrement périlleux. Pour couvrir entièrement ce panorama, il faut ajouter le paramètre de la corruption du pouvoir monétaire. Lorsqu'un groupe trop restreint de personnes a accès au pouvoir monétaire, cela finit en capitalisme de copinage. On voit apparaître une socialisation des pertes et une privatisation des profits pour un tout petit groupe proche du pouvoir. Alors maintenant, essayons de nous projeter dans le futur. En ce qui concerne la monnaie, je dirais que grossièrement, on peut mesurer le degré d'inefficacité de la gestion de la monnaie à la hausse de l'endettement d'un pays. Pourquoi ? Car tout problème que l'on n'arrive pas à résoudre trouve sa solution politique de court terme dans l'impression monétaire. À ce jeu-là, les mauvais élèves sont les USA et les pays d'Europe du Sud. Les bons élèves sont les pays du nord de l'Europe auxquels nous ajouterons la Suisse et la Chine notamment. Les pays d'Europe du Nord et la Suisse sont culturellement des gens plutôt sérieux avec les affaires monétaires et la Chine sort d'un cycle de misère catastrophique qui a remis les pieds sur terre à ses dirigeants actuels. Reste que le problème monétaire est toujours sur la table. C'est le problème que les cypherpunks qui ont créé Bitcoin cherchent à résoudre en inscrivant une politique d'émission monétaire dans un programme informatique décentralisé pour que personne ne puisse le corrompre sans arriver à regrouper une très large majorité autour de cette décision. C'est tout le sujet du livre de Jacques Favier et d'Adlit Takalbataï, La monnaie acéphale. Pour rappel, les décisions sur le protocole Bitcoin sont prises sur la base d'une organisation spontanée de chacun des membres du réseau. C'est un modèle anarchiste tel qu'il existait dans la piraterie ou dans certaines communautés comme les Icaris de Proudhon. Pour autant, si on peut penser que Bitcoin peut résoudre le problème de corruption de l'émission monétaire, qu'en est-il du problème des inégalités ? Les partisans de Bitcoin répondent souvent que les inégalités ne sont pas un problème, tant que les plus pauvres voient leur niveau de vie augmenter. Mais ce n'est pas du tout sûr. Je pense que les inégalités soulèvent le problème de la capacité à vivre ensemble lorsque l'on est trop différent. Si l'on admet que les inégalités sont un problème, alors une monnaie non corruptible est certes une avancée, mais elle ne résout pas le problème du consensus social autour de la distribution des richesses. Je n'ai pas de réponse à l'équation délicate de la gestion de la monnaie, car la monnaie est un sujet bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour autant, je voudrais échanger avec vous sur ce sujet, car c'est une question au cœur du développement économique d'un pays. Dans tous les cas, pour ce qui est du présent, notre système monétaire international est malade. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.
Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.